Marie Redon est géographe, spécialiste de géographie politique, des îles et des jeux d'argent. Elle est maîtresse de conférences à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès et autrice notamment de Géopolitique des îles en 2019 aux éditions Le Cavalier Bleu et d'articles sur les enjeux de l'insularité dans le contexte de la mondialisation. Emmanuel Chauvin est aussi géographe et maître de conférences à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès, spécialiste de géographie physique, humaine et économique, notamment dans les territoires d'Afrique subsaharienne, centrale et de l'Ouest. On lui doit la guerre en Centrafrique à l'ombre du Tchad, une escalade conflictuelle régionale, en 2018 chez AFD. Vendredi 16 janvier 2026, ils présentaient tous deux à la librairie Ombre Blanche l'ouvrage Géographie, un dictionnaire, paru chez CNRS Éditions. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette rencontre autour du dictionnaire Géographie, un dictionnaire. Je voudrais juste dire un mot pour remercier les éditions du CNRS pour ce livre et en tout cas cette rencontre avec Emmanuel Chauvin et Marie Redon qui sont tous deux géographes à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, enseignants-chercheurs. Vous dire aussi un mot sur les rencontres à venir si vous aimez la géographie. On va poursuivre aussi ce week-end un temps autour des éditions du CNRS avec demain une rencontre avec Camille Schmoll autour de son livre Chacun sa place. Et puis dans l'après-midi, donc ça sera à 11h. Et dans l'après-midi, une seconde rencontre à 15h avec Fabrice Sargounès autour de son livre Méridien. Donc voilà, qui est ici présent effectivement, et Camille aussi, déjà présent et présente. Donc voilà, je vais laisser la parole à nos intervenants. Il y aura plusieurs intervenants et intervenantes ce soir, en plus, donc on va essayer de rentrer ça dans 1 heure, et puis à l'issue, il y aura un dialogue avec le public, évidemment. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, Emmanuel Chauvin, donc je suis maître de conférence en géographie à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et à un laboratoire de recherche, le LIS, qui est rattaché à cette université, et donc je suis avec ma collègue Marie Redon, que je présente rapidement, donc qui est professeure de géographie, à cette même université et rattaché au même laboratoire. On est là pour vous présenter un ouvrage pas individuel mais collectif, le dictionnaire un géographie, un dictionnaire, donc un nouveau dictionnaire de géographie. Il n'avait pas eu depuis quelques décennies maintenant, il y en a eu quelques-uns dans la discipline, donc on espère que ça représente quelque chose au moins pour la discipline et peut-être aussi plus largement pour les sciences sociales et aussi peut-être pour la société. Alors, on va vous présenter rapidement le dictionnaire avec Marie. On n'est pas les seuls coordinateurs. Hein. Il y a toute une ribambelle de coordinateurs. On est 13, c'est ça ? 13. On est 13, donc qui est là. Dont Fabrice qui est ici. Voilà, dans différents horizons, on vous en parlera. Et ensuite, on laissera la place à quelques auteurs de notices qui nous feront le plaisir d'être ici ce soir. Alors, il y a parmi plus de 300 auteurs, j'y reviendrai, 16 à 17 je crois, Toulouseau-Albigeois. Et donc, on a sollicité plusieurs auteurs pour venir vous présenter quelques exemples de notices qui sont dans le dictionnaire. Donc, chacun parlera ensuite un petit peu de sa notice. Alors, d'abord, quelques éléments généraux sur le dictionnaire. Quels étaient les objectifs? Qu'est-ce que peut-être on a réussi à faire pour en venir ensuite à la fabrique du dictionnaire et puis à ses limites. D'abord, donc l'idée c'était, comme je l'ai un peu introduit, de redéfinir ce qu'est la géographie contemporaine, ce que sont les géographies contemporaines, en essayant de faire une espèce de radioscopie de la discipline. Il y a quelques ouvrages phares en géographie, des dictionnaires, des géographies universelles qu'il y a eu dans le temps. Parfois des atlas, des méga-atlas. Bon, mais les dictionnaires, ça a toujours été un ouvrage phare qui marque une époque en fait de la géographie. Donc l'idée, c'est à notre époque, de voir comment on pouvait réunir un peu toute la géographie francophone à l'intérieur d'un dictionnaire. Bon, c'était un vaste projet. On a choisi le titre. Alors, il y a beaucoup de dictionnaires qui ont été faits qui avaient un angle personnel des auteurs. Les précédents dictionnaires avaient un angle avec une école de la géographie qui était défendue plutôt. Là, on a choisi, peut-être par absence d'ambition,
de ne pas avoir d'angle autre que la pluralité de la géographie. C'est-à-dire, on va pas représenter une école, on va essayer de représenter les écoles au sein du dictionnaire de géographie. Donc, on a choisi ce S à géographie pour montrer la diversité des objets de recherche sur lesquels on peut travailler, mais aussi des sources multiples et variées, des terrains dans les Nords, dans les Suds, en Europe, en Afrique ou au-delà, des méthodes aussi, des méthodes quantitatives, qualitatives, des méthodes aussi audiovisuelles qui se développent de plus en plus, des méthodes sensibles, etc. Des pratiques aussi de ce qu'on fait dans la géographie, des individus aussi. On est sur une géographie beaucoup plus centrée sur l'individu que peut-être qu'il y a 10, 20, 30 et encore plus il y a 30 ans et donc on peut montrer des trajectoires individuelles, aussi des collectifs. Donc l'idée c'était de mettre en avant cette pluralité et aussi de laisser la place à des objets un peu marginaux qui sont pas forcément au centre de la discipline mais peut-être au centre de nos vies. Donc par exemple la notice score, c'est pas une évidence dans un dictionnaire de géographie de mettre une notice score. Pourtant c'est un élément central sans doute de nos vies, de notre rapport au monde et qui peut être central dans d'autres disciplines de sciences sociales comme l'anthropologie par exemple. Donc on a essayé d'intégrer aussi ces objets un peu marginaux pour leur redonner une place importante, peut-être à un même niveau que d'autres objets. Donc Marie reviendra sur la fabrique, notamment sur la longueur des notices. C'est aussi ça donne une certaine, on discrimine un peu les objets en fonction de leur longueur évidemment. Un autre enjeu, au-delà de la pluralité, c'était de prendre place collectivement en donnant un certain discours sur la cité. Alors, au départ, on avait l'idée de faire un dictionnaire un peu critique. On est revenu là-dessus. Mais il n'empêche qu'on voulait avoir quand même une place dans la société, montrer pour comprendre le monde et aussi pour montrer les tournants du monde, les nouveaux objets, mais aussi avoir une réflexion critique sur la manière dont les jeux de pouvoir pouvaient fonctionner à l'époque contemporaine. Donc cet aspect-là est important pour nous. Le public, c'est tout public. En tout cas, c'est l'ambition de départ. Il y a aussi eu d'autres dictionnaires qui étaient très jargonneux, intéressants parfois parce qu'on pouvait prendre du temps pour réfléchir à un notice. Parfois, ça aboutissait à rien, hein, même si on prenait du temps. On a essayé vraiment d'être simple dans la manière de parler pour s'adresser à tous, un étudiant en lycée, par exemple, jusqu'à un étudiant à la fac ou un doctorant ou un passionné de géographie, des territoires, des voyages, pourquoi pas, ou de l'histoire. On a essayé d'utiliser de nombreux auteurs, c'est un autre parti pris important. D'autres dictionnaires, encore une fois, étaient écrits. Il y avait 40, 50 notices écrites par un ou deux auteurs. Peut-être que j'exagère un petit peu, mais on ne doit pas être très loin. Là, on essaie de se dire, on ne fait pas plus de 4 notices pour les coordinateurs. Et ensuite, on passe la main. Donc, il y a plus de 300 auteurs. Donc, c'était un des objectifs. 261. On peut toujours un peu exagérer. Dont 16 donc, du site toulousain. Un dictionnaire utile, enfin. Donc, comme j'ai dit, pas de dictionnaire depuis une vingtaine d'années. Et puis, peut-être aussi définir. C'est peut-être pas inutile dans notre monde contemporain, où on ne sait pas forcément ce qui est vrai, la fausse vérité, la vraie vérité. Bon, ça, on remet des définitions. Hein. Au début de chaque notice, il y a une définition claire, nette, en 1 à 2 lignes maximum. Et ensuite, on montre la diversité des positions, les limites de cette définition, etc. Mais on repart quand même d'une base. Voilà. Et enfin, comprendre les enjeux contemporains, c'était un des éléments phares. L'interface nature-société, notamment, mais pas que, on pourrait revenir. Et puis aussi, un dernier choix, c'est le choix du papier. Oui, on a continué à vouloir faire le choix du papier, ça nous semble important, à la fois en termes de lecture, mais aussi en termes pour peut-être de patrimoine, et avec l'idée de pouvoir faire une version numérique plus tard, d'ici quelques mois, années. Donc deuxième élément, comment on a fait le dictionnaire cette fois au-delà des objectifs? Merci. Alors effectivement, cet objet papier, c'est le résultat d'un processus, d'une fabrique, et c'est le résultat d'un collectif. On l'a dit tout à l'heure, on est 13 dans ce collectif qu'on a appelé de façon très très originale Géo 21, mais
même pour ça, on a dû beaucoup réfléchir et beaucoup discuter avant d'en arriver à choisir Géo21. Parce que l'organisation et la réflexion s'est faite systématiquement par des ajustements au fil du temps. Comme le disait tout à l'heure Emmanuel, au début, on voulait une dimension critique du dictionnaire. Et puis, on s'est rendu compte que plus le collectif s'élargissait, plus les discussions avançaient, moins ce côté critique tenait. De la même façon, on voulait un dictionnaire francophone. Alors oui, il y a certains de nos collègues qui font partie donc de Géo21 qui sont en Suisse, d'autres qui sont au Canada ou qui étaient au Canada. Mais en fait, cette francophonie, elle s'est arrêtée à l'Europe ou en tout cas de l'autre côté de l'Atlantique. On voulait une francophonie africaine que finalement on n'a pas tenue. De la même façon, la feuille de route qu'on voulait au début claire, eh bien, elle s'est un peu diluée dans le collectif. Mais cette dilution, c'est précisément aussi une des forces peut-être, c'était l'idée d'avoir quelque chose d'inclusif dans ce dictionnaire avec donc une non-directivité, on va dire, et in fine, ça donne ce cheminement qui s'est fait alors avec des étapes. On a commencé en fait en 2020, pas 2000. En 2020. Donc 5 années, premier mail, je l'ai retrouvé, un premier mail c'est 2020, donc à 13 sur 5 ans. Donc vous imaginez que c'est aussi des tranches de vie pour les uns, les autres, des événements personnels, professionnels qui font que on est dans le collectif, on s'en sort un peu, on revient, etc. Et que dans nos premières réunions, c'était le choix des notices. C'est-à-dire on s'est tous retrouvés dans une salle à se dire qu'est-ce qu'on va mettre à la lettre A. Qu'est-ce qu'on met à la lettre B, etc., etc. Donc à chaque fois, il y a des choses qui apparaissent évidentes qu'il faut mettre dans un dictionnaire, d'autres qui surgissent plus ou moins. Emmanuel l'a dit tout à l'heure. Tiens, la notice corps, pourquoi on ferait pas une notice corps, bon, etc. Et puis à chaque fois, ensuite dire, en face de cette notice corps, qui on va mettre. Donc là, de la même façon, choix collectif, soit des noms apparaissent immédiatement, soit au contraire, il faut aller les chercher. Et puis la volonté de ne pas avoir que des évidences sur, oui, le spécialiste de cette question, c'est une telle ou un tel, donc on va forcément mettre là où le spécialiste de la question, on va dire celui qui a pignon sur rue depuis des décennies. On peut aussi aller chercher la dernière thèse qui vient d'être soutenue sur tel ou tel sujet. Donc, une forme, vous avez compris, de bricolage organisé, forcément, avec des effets de coalescence, c'est-à-dire des effets de on connaît un tel, qui connaît un tel, on a pensé à un tel, on l'a croisé la dernière fois dans un colloque, etc. Donc des effets de loupe, forcément, et des effets d'omission, forcément aussi. Dans ce dictionnaire collectif, et donc de bricolage organisé, il y a quelques notices que nous avons écrites à plusieurs. La notice pouvoir, par exemple, la notice terrain, qu'on a écrite à plusieurs, d'autres qu'on aurait voulu écrire à plusieurs, puis on n'a pas réussi. Il y a ça aussi. Parfois, on n'a pas réussi parce que ça s'est aussi structuré, malgré tout ce bricolage organisé, avec une feuille de route, si ce n'est sur le fond, au moins sur la forme. C'est-à-dire que les auteurs qu'on contactait, on leur disait d'abord, on veut quelques mots qui définissent rapidement la notion, puis une espèce de retour un peu historique sur la notion, puis essayer de réfléchir à ses dimensions épistémologiques, et puis donner des exemples concrets. Bon, voilà, une espèce de feuille de route plutôt sur la forme que sur le fond. Et ensuite, quand on recevait les notices, eh bien, il y avait un système de relecture plus interne qu'externe, le tout piloté par un pilote. En gros, on était chacun en responsabilité d'une vingtaine ou entre 20 et 30 notices globalement. Donc, on était en charge de, par exemple, moi j'ai piloté la notice police. Et donc, l'auteur, on l'a trouvé de façon collective, mais on envoie à l'auteur la demande, est-ce que vous voudriez bien faire cette notice de dictionnaire? Il nous dit oui ou non. Il renvoie sa première version, on la relit, on la fait relire. Est-ce que ça colle? Est-ce que ça nous va? Et puis, il y a parfois certaines notices qui sont passées. Justement, la notice police, bon élève. Elle est passée du premier coup. Et il y a des notices sur lesquelles on a dû faire 2 échanges, 3 échanges, 4 échanges, 5 échanges avec les auteurs, parce que ça, 6 échanges, voilà, parfois, parce que la notice n'était pas pour nous mûre. Donc tout ce système de relecture qui est assez long. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, cette pluralité au sein du collectif, on est 13, on aurait changé un des membres, le dictionnaire aurait été différent. Évidemment, puisque chacun d'entre nous, on a apporté nos idées, nos auteurs, nos réseaux, nos façons de penser la géographie. Et donc, c'est, on va dire, un état des lieux à la fois une sorte de radioscopie de la discipline, là, en 2025, mais aussi de notre collectif. Et un autre collectif aurait évidemment fait un autre dictionnaire. Donc, on va dire que ce dictionnaire a les défauts et les qualités de cette pluralité.
Et dans ces défauts, il y a des limites. Alors les limites, c'est évidemment des notices. Vous allez vous rendre compte que, par exemple, il y a des notices qu'on n'a pas, qui n'y sont pas. La notice agriculture n'y est pas. Gros manque. Alors pourquoi ? C'est pas qu'on n'y a pas pensé, c'est aussi parfois tout simplement le processus. C'est-à-dire on va demander à un tel qui dit oui, et puis finalement au dernier, alors je dis pas pour agriculture, je suis pas en train de balancer des noms, hein, et qui après dit non, et puis finalement on n'a pas le temps de se retourner. Et puis bon, il y a à la fois, on va dire, des contingences matérielles, parce que c'est une fabrique, et puis d'autres qui le sont un peu moins, plateau. On m'a dit tout à l'heure, c'est Bruno qui m'a dit il n'y a pas plateau. Il dit ben, on n'y a pas pensé. Voilà, plateau, on n'y a pas pensé. Il y a des choses comme ça qui font que c'est le résultat que vous avez sous les yeux, mais qui aurait pu être tout autre. De toute façon, l'exhaustivité est absolument impossible, évidemment, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, on s'ouvre cette porte de sortie. C'est qu'il y aura une version numérique qui nous permettra de rajouter plateau, de rajouter agriculture, et puis aussi de reprendre certaines erreurs. Il y a des noms qui ont sauté par endroits. Enfin, il y a aussi ce côté éditorial qui n'est pas parfait. On n'a pas fait de notice géographie. Ça, c'est un choix. On voulait pas définir la géographie. On s'est dit que le dictionnaire y répondait par lui-même, d'où cette pluralité du titre, et que l'intégralité donc du dictionnaire répond à cette définition qu'est-ce que la géographie. Donc, vous avez compris quelles que sont les géographies. Pas de notice biographique non plus. On n'a pas voulu identifier tel ou tel grande ou grand géographe de la période en disant c'est un nom, parce que ça nous paraissait difficile à hiérarchiser, et puis parce que, par ailleurs, regardez au rayon géographie d'Ombre Blanche, il y a en ce moment des ouvrages sur précisément les noms de la géographie actuelle. Donc, il s'agit de ne pas faire doublon et d'y revenir. Et puis, je vois que tu veux rajouter quelque chose, je te passe la parole. Et puis, oui, voilà, des actualisations et des corrections. Donc, vous aurez compris, c'est aussi un objet, à la fois ce choix du papier, c'est une responsabilité du collectif de, à un moment donné, poser un objet et de dire oui, c'est ça. Pour nous, la géographie en 2025, c'est ça. Donc, cette responsabilité, mais pas figée. C'est l'idée aussi de quelque chose qui est en process, d'où l'ouverture vers la version numérique. Oui, non, je voulais simplement redonner, avant de donner la parole aux auteurs, j'ai fait passer une version du dictionnaire, quelques notices comme ça. Je prends vraiment au hasard, c'est pour vous donner des idées. Vous voyez, alors, il y a par exemple des objets type désert, conteneurs, drogue, ubérisation, parc, aménagement, centre périphérie. Je prends au hasard. Géomorphologie, nord-sud, orientalisme, créolisation, biodiversité, changement climatique, cosmopolitisme, armée, bande dessinée, carte et plan, ou encore alcool, animaux, vin, voisinage, banlieue, cité, et quartier ou rue ou urbain. Voilà, donc on voyait des objets très, très proches, a priori, pour ceux qui ne sont pas géographes, de la géographie, puis des choses qui vous paraissent plus éloignées, mais qui sont abordées par le spatial, par l'espace. Et donc ça peut être intéressant à voir. Et justement, je pense que ça fait une très bonne transition, parce que là, on va donc commencer à faire venir nos collègues, ceux qui ont rédigé les notices, et vous allez voir comment, c'est Mélanie qui va nous rejoindre en premier, si tu veux bien, Mélanie, qui a fait cette notice sur la vieillesse et la jeunesse, qui sont a priori, effectivement, pas forcément ce qu'on attend dans un dictionnaire de géo, et pourtant. Donc, Mélanie Gambino, notre collègue à l'Université Toulouse 2 Jean Jaurès en géographie. Donc j'ai des consignes, vous avez compris, 7 minutes. Je sais faire une addition, donc à 18h30, je laisserai la parole. Merci à tous et à toutes de votre présence. Donc mes travaux me conduisent à travailler la question de la transformation en tant que géographe des espaces ruraux. Et je travaille cette question en observant particulièrement les modes d'habiter des jeunes. C'est ce qui me vaut d'avoir été sollicité pour cette notice. Mais vous avez bien entendu que cette notice comporte 2 mots, vieillesse et jeunesse. Donc, je vais vous présenter un travail qui a été co-rédigé avec ma collègue Alice Rouillet de l'Université de Caen. Et bien évidemment, je vais le faire avec un angle peut-être un peu plus porté sur les questions de jeunesse et de lien des jeunes au territoire plutôt que de vieillesse. Mais au cours des questions, je pourrai approfondir s'il le faut. Quelques éléments d'avant-propos pour vous dire que ce n'est pas évident de répondre à une telle commande. En tant qu'enseignant-chercheur, on peut se projeter sur l'écriture de la défense, de l'argumentation d'une thèse. On peut aussi se projeter sur un peu l'exercice classique du manuel. On prépare des cours, on donne des définitions.
on sait faire, on se dit qu'il y a voilà, une attente de ce côté-là. Mais un dictionnaire, ça vient quand même figer des choses. Ça vient aussi mettre en lumière certains arguments, certaines définitions, certaines théories plutôt que d'autres. Et donc, il y a quand même un caractère, un enjeu fort à réfléchir la construction de ce texte qui était forcément contraint aussi en termes de place. Donc, vieillesse et jeunesse, nous avons obtenu 4 lignes de définition, voyez-vous. Voilà, bien évidemment. Mais donc, se projeter sur cet exercice d'un dictionnaire, forcément, avec ma collègue, on s'est posé la question de quelle géographie au pluriel on allait parler. Concernant, en fait, les catégories de population, en l'abordant en tant que géographe et non pas en tant que sociologue, on a d'abord privilégié un traitement plutôt par la démographie. Or, la jeunesse et la vieillesse sont des constructions sociales. Ce sont des catégories qui varient d'une société à l'autre. Toutes les sociétés n'ont pas les mêmes jeunes, pas au sens social ou démographique, mais il y a des pays dans lesquels la jeunesse dure moins longtemps et elle a des attributs peut-être moins libérés, moins bourgeois que dans d'autres. Donc, effectivement, il a fallu qu'on privilégie ce que l'on allait vouloir développer, ce que l'on allait vouloir consacrer à travers la définition de jeunesse et vieillesse. Et bien évidemment, il a fallu faire une réflexion et avoir une réflexion sur le croisement des deux. Et donc, le choix que nous avons fait, jeunesse et vieillesse, c'est de mettre en évidence que ces deux étapes de la vie, qui sont des construits sociaux, ont, même si elles sont opposées dans notre trajectoire de vie, au début et à la fin, elles ont de nombreux points communs. Et un de leurs points communs, c'est de poser problème. Un de leurs points, elles posent problème en tant que accompagnement par la politique publique, accompagnement, prise en charge sociale. Et un autre point commun qu'on a voulu souligner, et là je vais un peu rentrer dans le détail de la notice, c'est que chaque âge de la vie s'inscrit dans des espaces et que les jeunes étant dans un entre-deux, entre l'enfance et l'âge adulte, eh bien, ils sont aussi dans un entre-deux des lieux. Ils sont dans la rue, mais pas tout à fait. Ils sont beaucoup à l'école, mais on attend d'eux qu'ils soient des citoyens actifs. Donc, ils sont entre l'école et l'espace public. Les personnes âgées aussi, elles ont, à chaque âge de leur vie, à chaque étape du processus de vieillissement, des espaces plus privilégiés du domicile, qui est un des espaces, un des lieux plutôt importants des personnes âgées, jusqu'à l'EHPAD, mais on passe aussi par des clubs. Il y a aussi des migrations de vieillesse qui font qu'il y a des territoires plus accueillants que d'autres pour les personnes âgées. Donc on a voulu essayer de mettre en évidence des points communs à ces catégories d'âge de la vie dont on pourrait penser qu'ils sont très éloignés. Et donc, on a fait donc un choix en se disant que notre notice allait refléter, bon, peut-être un angle un peu démographique, je vais y venir, une géographie du pouvoir. C'est ce qu'on a voulu essayer de souligner avec cette idée que ce sont des catégories d'âge qui posent problème et que l'on a des difficultés à accompagner. Et aussi une géographie un petit peu critique parce qu'on se rend compte que jeunes et vieux, si vous me permettez l'expression, posent des difficultés. Et en termes d'inscription dans l'espace public, ce sont des catégories d'âge qu'on voit assez peu. S'il me reste 2 minutes, je croyais 3. Je peux évoquer quelques éléments sur la démographie, puisque à l'échelle mondiale, la population jeune stagne alors que d'autres zones plus géographiques, les nôtres que nous connaissons en Europe, dans les pays des Nord, connaissent un vieillissement très prononcé de la population et que donc, en tant que géographe, il était important d'adopter cette lecture régionale par échelle pour essayer de mieux comprendre les rapports de chaque catégorie d'âge à leur territoire. Les catégories jeunes sont largement pensées à travers le processus de vieillissement en France, au Japon, ce qui là aussi contribue à minorer entre guillemets la place des jeunes dans l'espace public. Pour aborder les questions d'attention et de portage public, la vieillesse comme la jeunesse sont 2 âges de la vie qui coûtent aux politiques publiques.
particulièrement aux politiques de solidarité. Et donc, on a voulu faire ressortir, et je terminerai là-dessus, un terme important qu'on a laissé dans la notice, qui avait autour de ces deux catégories d'âge une rhétorique de la charge qui alimente l'idée d'antagonisme entre les générations, alors qu'elles ont beaucoup plus de points qui les rapprochent de besoins de prise d'accompagnement, de besoins d'émancipation qui les accompagnent et qui ne peuvent pas être seulement pris en compte par des politiques familiales. J'en reste là parce que je sens que vous me regardez. Parce qu'on t'écoute avec attention. Mais merci beaucoup Mélanie pour cette présentation de la notice. Et puis, pendant que la transition se fait avec Julie, on verra après pour la partie questions, on prendra tout en même temps. Je pense que sinon ça va être, on aura du mal à gérer le temps. Tu veux? Oui, non, juste pour précision, c'est 4-5 lignes de définition, puis 5000 signes à 10 000 signes de développement. Donc en gros, c'est des notices, parce qu'on a oublié de le dire, qui font 2 à 3 pages. Ouais. 3000, c'est une page. Donc voilà. Donc ça fait 2 à 3 à 4 pages selon voilà. Oui. Donc maintenant, Julie Vallée va nous présenter sa notice. Enfin, elle est co-autrice de la notice, pardon. Inégalité spatiale. Inégalité spatiale, effectivement, que j'ai écrit avec ma collègue Clémentine Cotineau, qui travaille aux Pays-Bas. Donc, d'abord, il faut définir. Donc là, j'ai essayé de vous résumer en 5-6 points, 7-8 peut-être, et 7 minutes, des points majeurs de cette notice. Donc d'abord, définir l'inégalité spatiale. C'est un concept qu'on confond souvent avec les termes disparité, différence, diversité. Et donc, on a bien mis l'accent au début sur le fait, en tout cas c'était un parti pris, de définir l'inégalité comme une différence ordonnée. Certains ont plus que d'autres, certains espaces ont plus que d'autres, alors que les concepts de disparité ou de diversité, ça traduit plutôt une différence entre espaces. Certains sont comme ça et d'autres sont différents. Et donc, ce terme de inégalité spatiale, pour l'utiliser, cela suppose que les écarts observés entre les territoires, entre les espaces, introduisent une hiérarchie entre les individus qui vivent, avec certains individus qui en ressortent gagnants et d'autres qui en ressortent perdants. Donc c'est autour de cette idée de inégalité comme facteur, comme porteur de hiérarchie entre les individus qu'on a développé cette notice. Alors, on a d'abord commencé par définir les inégalités spatiales, les deux ordres, les deux mécanismes, on peut même dire, qui se cachent derrière le terme de inégalité spatiale. D'une part, ces inégalités spatiales, elles viennent du fait qu'il y a une concentration spatiale de personnes avec des profils similaires, que ce soit en termes d'âge, un peu comme Mélanie l'a dit, mais aussi en termes de revenus et de patrimoine, donc très très liés au mécanisme de ségrégation et de entre-soi. À partir du moment où des profils similaires de populations riches et pauvres ne se concentrent pas dans les mêmes espaces, ça peut introduire des inégalités en termes d'accès à l'emploi, en termes de réussite scolaire ou d'état de santé. Et d'autre part, en plus de cet effet qu'on peut parfois appeler d'effet de composition, de structure de la population, il y a un deuxième mécanisme qui entre en jeu, c'est-à-dire que les conditions de vie dans ces territoires, c'est évidemment extrêmement liés, mais ne sont pas les mêmes, que ce soit en termes de droits, de liberté, donc ça peut être entre pays, mais entre régions, en termes de conditions de vie, donc accès à des services, éloignement à des services de santé ou scolaires, qualité de l'air et qualité de l'eau. Donc là, on rentre sur les inégalités spatiales en termes de conditions de vie vont impacter les individus et donc introduire une hiérarchie au-delà même du fait que les individus ne sont pas en termes de propriété individuelle, concentrés de la même façon dans les espaces. Le terme de inégalité spatiale, il est très proche de celui de inégalité sociale, et d'ailleurs, il y a une autre notice sur inégalité sociale. D'ailleurs, c'était marrant parce que nous, on ne l'a pas vu. Donc, on a écrit notre terme d'inégalité spatiale, enfin, cette notice, et puis après, on nous a dit « Ah, mais ça serait bien que ça fasse un peu lien avec l'inégalité sociale ». Bon, ce qui était bien, c'est qu'on l'avait quand même anticipé, mais on n'avait pas vu la notice avant notre rédaction. Pourquoi c'est très lié? Parce que, donc, d'abord, tout ce que je vous ai expliqué avant, décrit avant sur la ségrégation, les mécanismes de concentration des individus au profil similaire, évidemment, j'ai parlé de social déjà directement, mais aussi parce que dans le langage,
Alors courant, je ne sais pas, mais en tout cas courant en sciences humaines et sociales, on parle souvent d'inégalité socio-spatiale. Et alors, ce terme, il est à la fois très pratique parce que comme ça, on dit le social et le spatial, c'est lié. Donc, quand on fait de la géographie sociale ou de la sociologie urbaine ou autre, finalement, on est assez d'accord. Mais une fois qu'on a dit que c'était lié, conceptuellement, souvent, il manque un petit peu des choses derrière. C'est lié comment ? Et bien là, justement, il faut, je pense, c'était très court la notice, mais c'était de peut-être mettre en évidence le fait que dès qu'il était utilisé, ce terme d'inégalité socio-spatiale, il était parfois un raccourci un peu simpliste et qu'il y avait un besoin d'explicitation. Quand on parle d'inégalité socio-spatiale pour parler de ségrégation, ok, mais quand on parle d'inégalité socio-spatiale de santé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un état de santé différent entre les espaces et entre les groupes sociaux qui eux-mêmes se recoupent. Enfin voilà, c'était pas forcément... c'était l'occasion pour nous, dans cette notice, de mettre en évidence, le raccourci parfois un peu simpliste qui est fait quand on utilise le terme de inégalité socio-spatiale. On a pointé, évidemment, pour nos géographes, l'intérêt de réfléchir à différentes échelles. Donc, ces inégalités spatiales, elles peuvent se faire entre pays, entre villes, entre quartiers, en sachant que comment on définit, par exemple, un quartier dans sa forme et dans sa taille, ça va avoir des impacts très forts sur comment on lit ou comment on veut nuancer ou gommer des disparités ou des inégalités spatiales. Vous connaissez cet enjeu fort de la géographie. Et quand on localise, quand on cartographie ces inégalités, par exemple entre pays, entre régions ou entre villes, souvent les individus, on va les localiser à un endroit. Donc on a aussi mis en évidence le fait qu'il y avait une habitude, et peut-être qui devait être discutée, de localiser toujours un individu à un seul lieu. Donc ça, cette égalité, une personne égale un lieu, elle pose beaucoup de questions dès qu'on réfléchit sur les multiples ancrages géographiques des personnes au cours de leur vie. Ils ont pu avoir différents lieux de résidence, mais aussi différents lieux du quotidien. Et donc, prendre en compte cette multilocalisation des individus quand on analyse ces inégalités spatiales. Et ça me permet de faire le lien avec une des parties du livre de Camille qu'elle va présenter demain, parce que je pense qu'elle montre bien qu'il y a une personne égale un lieu. C'est un peu has-been, quoi. Alors, les deux derniers points, c'est quand on travaille sur les inégalités spatiales et les processus d'émergence et de maintien dans le temps, on va prendre en compte le fait qu'il y a des acteurs différents qui interviennent. Ça peut être les habitants par leur choix résidentiel, les institutions publics comme l'école, le système de santé, les décideurs, les acteurs privés, et tout cela va réorganiser ou reproduire les inégalités spatiales existantes. Et derrière ces décideurs, il y a le fait que ces inégalités spatiales, elles font l'objet de plus en plus de politiques puisqu'il y a une espèce de médiatisation de la comparaison entre territoires. On va faire des palmarès dans les villes où il fait bon vivre, là où il y a des problèmes de santé, les collèges où ça va, ou les espaces où ça va mieux ou moins bien, etc. Donc, cette hiérarchisation des territoires, elle est assez pratique pour les politiques, parce qu'ils vont se dire, finalement, du coup, on fait un zoom sur certaines zones à problème. Comme ça, on montre aux citoyens qu'on s'en occupe. Et donc, ces actions territorialisées, pour nous, géographes, elles pourraient avoir certains avantages. Certes, l'espace est au cœur des intérêts. Toutefois, elle est aussi un peu simpliste, puisque ce détour par le local, ça reflète souvent une certaine hypocrisie, puisque ça induit de agir seulement dans certains territoires où se concentrent les injustices, et non pas plus fondamentalement sur les processus qui en sont la cause. Je crois que j'ai fait 7 minutes. Merci beaucoup, Julie, sur les inégalités spatiales. Donc, effectivement, de quoi là, ça rejoint, comme on me disait au début avec Emmanuel, un des enjeux du dictionnaire, c'est aussi de donner à réfléchir pour lutter. C'est une façon de lutter aussi contre la tendance globale à la simplification, qui ne vous aura pas échappé, je pense. Et donc là, penser les inégalités spatiales, penser les phénomènes de vieillesse et de jeunesse dans l'espace, c'est précisément aider à penser la complexité pour résister un petit peu. Est-ce que
Oui, est-ce que l'histoire et la géographie veulent bien nous rejoindre ensemble? Ensemble, histoire et géographie. Déjà c'est étrange de poser une notice histoire et géographie. Ils n'ont pas pensé à poser une notice plateau, c'est ce que j'ai découvert. On n'a pas donné ton nom, c'est Philippe Sierra. Oui, c'est voilà, voilà, à côté. Hein. Donc peut-être c'est pour ça d'ailleurs que vous m'avez appelé, parce que dans les lycées, histoire et géographie, ça va ensemble. Hein. Donc c'est peut-être pour ça, je me suis toujours demandé. Donc effectivement, ils nous ont dit, il n'y a pas, on n'a pas mis le mot plateau. Par contre, on a mis le couple histoire et géographie. Alors pourquoi? Pourquoi, j'ai envie de dire, c'est une géographie et une histoire, hein, tout de suite. C'est une géographie parce que finalement, ici, dans un dictionnaire qui n'est plus une liste de mots, qui n'est pas une liste de vocabulaire, un dictionnaire de géographie dans les années 70, c'est un dictionnaire qui nous donne la signification de différents mots. Et ça commence par AA. Une coulée de lave. Enfin, un type de coulée de lave. Maintenant, c'est plus le cas. C'est-à-dire qu'un dictionnaire de géographie, ça doit nous amener finalement à réfléchir à des mots. C'est ce qu'ont fait les deux dictionnaires suivants, des années 90, des années 2000. Donc, avec Roger Brunet, puis Jacques Lévy et Michel Busseau, qui chacun défendaient effectivement une façon de faire de la géographie. Et là, ils ont quelque chose en commun, Marc ces trois Lazare, dictionnaires successifs, auteur c'est de qu'il Pour y a l'amour une du entrée peuple, l'histoire du populisme en France, 19e, Alors que si on 21e se siècle, déporte aux vers des éditions dictionnaires Gallimard, anglo-saxons, lors de sa venue anglophones, à la librairie Ombre Blanche, il n'y aura pas cette mercredi 21 janvier Alors c'est une géographie 2026. parce que effectivement l'association entre histoire et géographie, qui est peut-être évidente pour chacun d'entre vous, elle ne l'est pas du tout sur la planète. Il y a des tas de pays où histoire et géographie ne sont pas enseignés ensemble. Et ici, ils le sont. Alors, ils le sont, et ça, c'est le résultat, cette géographie, c'est le résultat d'une histoire. Il y a un lien entre histoire et géographie. Il y a un lien, il est vieux. Il est ancien. D'ailleurs, finalement, le père de l'histoire, Hérodote, dont nous parlait Cicéron, qu'il avait qualifié de père de l'histoire, c'est un peu beaucoup le père de la géographie aussi. On ne sait pas trop. C'est un peu les deux. Donc, il y a un lien très ancien avec, en gros, l'idée qui se fixe au XVIe siècle que la géographie, c'est un peu l'œil de l'histoire. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle est présentée dans les atlas. Et que la géographie, c'est finalement le cadre de l'histoire. Donc il y a cette idée qui apparaît, et cette idée, elle va perdurer. En 1833, quand l'historien Michelet nous fait réfléchit à une grande histoire de la France, il nous fait un tableau de la France, une géographie. 70 ans plus tard, quand Lavis fait une grande histoire aussi de la France, il demande à son collègue Paul Vidal de Lablache de faire un premier ouvrage, d'introduire cette histoire par un tableau de la géographie de la France. Donc, première idée ancienne, la géographie est cadre de l'histoire. Deuxième idée qui va avec, et qui est plus une idée qui nous vient des philosophes, c'est que géographie et histoire, finalement, c'est deux dimensions, c'est les deux dimensions d'étude du temps et de l'espace. Et donc, ça doit fonctionner ensemble, ça ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. C'est-à-dire que la géographie, ce n'est pas simplement une carte, un peu comme l'histoire a besoin d'une chronologie, que la géographie a besoin d'une carte et d'une chronologie. Non, l'idée, c'est que ça va ensemble. Mais finalement, ça, c'est une idée des philosophes. Donc, un lien intellectuel ancien entre histoire et géographie comme cadre ou d'un point de vue plus philosophique comme manière d'aborder les faits humains. En fait, ce n'est pas pour ça que histoire et géographie soient enseignés ensemble. Parce que sinon, ils seraient enseignés ensemble dans tous les pays du monde. Parce que là, ce sont des idées qui sont présentes partout. Et finalement, il faut se projeter dans un tournant civique. Parce qu'il y a une deuxième raison du lien entre histoire et géographie, cette fois-ci, elle est civique. Civique au sens de construire le citoyen. Et ça se joue vraiment. Les deux disciplines étaient enseignées ensemble, mais en fait, la géographie n'était pas vraiment enseignée. Vous savez, les programmes d'histoire sont toujours trop longs.
Donc, jamais le temps de faire le programme de géo. Le lien civique, il apparaît au lendemain de la défaite de la France face à la Prusse. On est en 1870. Et là, la géographie, c'est un élément qui doit aider à construire, finalement, le citoyen avec l'histoire. Et on entre, cette fois-ci, dans un lien conjoncturel propre à la France, c'est que finalement, ceux qui vont prendre en charge l'enseignement de la géographie, ce sont des historiens, avec la figure de Paul Vidal de Lablache. Donc, on est au tournant entre le 19e et le 20e siècle. D'autres étaient volontaires pour enseigner la géographie. Des sociologues, des économistes qui ont tenté de proposer des programmes de géographie. Mais finalement, ils n'ont pas gagné, en quelque sorte, si je résume. Et en même temps que le couple histoire-géographie s'est fédéré de manière continue, depuis 1890, il y a des programmes égaux entre histoire et géographie dans le secondaire. Mais en même temps que ce couple s'est maintenu, c'était un couple très inégal quand même dans la pratique, mais en tout cas en même temps qu'il s'est maintenu d'un point de vue théorique, on a eu quand même un divorce ensuite d'un point de vue universitaire entre histoire et géographie. Histoire et géographie qui sont devenues deux disciplines enseignées dans des lieux différents, dans des salles différentes, par des professeurs différents, voire très différents. Je ne sais pas ce qui se passe à Jean Jaurès, là. J'ignore. Mais dans des lieux différents. Et là, finalement, ça va être une série d'allers et retours entre les deux. On a une géographie historique qui était ancienne, qui était présente, qui disparaît littéralement au début du XXe siècle. Et ça, c'est la victoire du projet des géographes, qui est de se constituer en tant que discipline indépendante avec un objet, le lieu. La géographie, science des lieux. Donc, par conséquent, on voit disparaître littéralement dans les publications le lien, la géographie historique. Puis elle va revenir. Cette géographie historique, elle revient par exemple avec une personne comme Roger Dion, qui s'intéresse au paysage et qui essaie de faire une véritable archéologie du paysage. Elle revient aussi avec un certain nombre d'autres auteurs. Mais elle est considérée quand même un petit peu avec réticence. C'est vieux. Je ne sais pas combien... Je dois continuer ou je dois m'arrêter? Faites-moi signe. Ah, il n'est pas là, le 4. Ah, je dois meubler, ça veut dire ça? Ah, bon. Donc, c'est cette question de la géographie historique qui apparaît un peu vieille, un peu ancienne. Et puis arrive un autre mot qui est lancé par un historien, Fernand Braudel. C'est le mot géohistoire. Il le reprend d'un collègue. Et finalement avec cette idée que l'histoire peut se saisir de lieux, que les deux sont liés. Il y a quand même beaucoup dans l'idée chez Braudel que la géographie finalement c'est le temps long, tandis que l'histoire irait plus sur les événements. Donc on a encore quand même une petite dissociation. Et ce mot géohistoire, il est repris par la suite par des géographes qui y voient un moyen d'intégrer les temporalités dans l'étude, finalement, de la géographie, en employant ce terme de géohistoire, on pense en particulier à Christian Grattalou, en employant ce terme de géohistoire, on se met un petit peu à l'écart de la géographie historique, considérée un peu comme vieillotte, qui étudie des espaces de manière successive, pour aller dans une compréhension davantage plus diachronique à travers le temps d'un lieu. Cette idée de géohistoire, alors un certain nombre de gens faisaient déjà avant de la géohistoire, mais ils étaient regardés un petit peu avec mépris, un peu avec érudition, et puis voilà que c'est réapparu comme une clé importante de la compréhension de l'espace. Et finalement, ce qu'on voit là, c'est que on est aujourd'hui dans un lien entre histoire et géographie qui est davantage sur l'intégration des temporalités
en géographie et l'intégration des espaces en histoire, avec des questionnements qui évoluent finalement, qui peuvent être précisés. La géographie, ça a longtemps été la question du pourquoi c'est là. C'est un peu ce qu'on dit à nos élèves, demande de toi pourquoi c'est là. Pourquoi ce plateau est là? Ah non, mais il n'y a pas le mot plateau, pardon. Donc, pourquoi cette rivière est là? Mais finalement, la question, ça devient plus largement, pourquoi c'est là à ce moment? Pourquoi cette personne se trouve là à ce moment? Pourquoi ce lieu fonctionne de cette façon à ce moment? Et ce moment, finalement, c'est les différents strates de l'histoire qui peuvent aller de moments très très brefs, qui peuvent aller de moments cycliques, le jour, la nuit, le matin, le soir, l'été, l'hiver. Et puis, ça peut être surtout une imbrication de différentes temporalités. Et dans, finalement, cette imbrication et temporalité, ça veut dire que historiens et géographes peuvent retravailler ensemble sur des objets, mais c'est un peu la redéfinition du fonctionnement des sciences et de la connaissance, qui travaillent en équipe avec des personnes issues de différentes formations disciplinaires pour essayer d'aborder un objet dans son intégralité. Donc, d'une géographie qui était pourquoi cet événement, d'une géographie historique qui était pourquoi cet événement s'est passé là, à une géographie émancipée de l'histoire, pourquoi c'est là, on revient à une géographie, cette fois-ci, qui serait peut-être pourquoi c'est là maintenant. Donc je m'arrêterai là pour la... Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, vous vous rendez compte en ayant entendu ces trois auteurs, il y en a donc 261 dans le dictionnaire. Donc, vous imaginez à quel point vous avez de l'élixir de réflexion, vous avez de la synthèse de pensée, puisque l'énergie et le temps et l'expérience consacrée par chacun d'entre eux est équivalente. On a rassemblé tout ça, on a essayé de rassembler tout ça dans ce dictionnaire. Donc, il y a 300 notices. C'est pour ça que tu avais à peu près 300 notices et 261 auteurs. Donc on est tout à fait dans les temps, Maxime, pour passer maintenant, parce que c'est les inondations qui auraient dû venir, qui sont pas venues. Pas d'inondations finalement. Notre collègue inondation n'est pas là. Donc on a largement le temps pour un échange avec la salle, échange qui peut être enrichi de nos collègues, et là je vais les ici présents, donc Fabrice qui a participé au collectif Géo21 et qui a écrit des notices, et Camille, donc tous les deux qui vont intervenir demain ici, et Camille Schmoll qui s'est chargée de la notice migration. Oui, bonsoir et merci beaucoup de nous donner un nouveau dictionnaire de géographie que vous dites au départ avoir été conçu pour ne pas afficher une ligne claire, si ce n'est celle d'une indirection, ou une direction en tout cas collégiale, etc. Alors j'avais deux remarques pour essayer d'aller dans le sens d'une définition. Amusé pour la seconde remarque. La première remarque, c'est à quoi servent les sous-titres dans une langue différente, parce que j'ai le livre entre les mains, et donc la plupart du temps c'est en anglais, parfois de l'espagnol surgit, on comprend bien que c'est parce que le terme existe dans cette langue-là, et puis de l'allemand, par exemple, Ville, City, Stadt. Est-ce que ça signifie que vous envisagez d'autres versions dans d'autres langues, ou que c'est un appel à un autre type de reconnaissance de vos notices en les sous-titrant ainsi, parce qu'après il n'y a pas d'éléments qui renvoient à une autre langue. La deuxième réflexion, et cette fois-ci avec une question aussi, c'est que une des façons peut-être de définir votre ouvrage, enfin si je le prends par les notices qui concernent les domaines, c'est qu'en fait le domaine le plus large à une notice près, c'est nature au pluriel, environnement. Mais juste derrière, avec 50 notices, il y a métagéographie. Alors, est-ce que ça signifie pas que, certes, c'est pas un dictionnaire critique, mais c'est un dictionnaire réflexif de la géographie et que vous pourriez avoir cette piste-là pour le présenter au cas où. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir fait ce bouquin. C'est vraiment très utile pour nous tous. Merci, Monsieur Loub.
Sur le côté métagéographie et dictionnaire réflexif, oui, bien sûr. C'était évidemment l'idée. C'était pas de faire un précis de géographie avec des choses qui soient applicables, mais c'est de donner du grain à moudre. C'était ça l'idée. Et j'espère que les 3 présentations des 3 notices qu'on a eues tout à l'heure, donc vieillesse, jeunesse, inégalité spatiale, histoire et géographie, que on va dire ce jeu de réflexion à la fois que les auteurs ont consenti à faire, y compris parfois en sortant de leur zone de confort, en disant moi je travaille cette notion sur tel angle, et là je vais être obligé de la réfléchir un peu plus large pour donner à lire quelque chose qui est assez synthétique. Mais oui, évidemment, ça c'est. Alors au début, comme je disais, c'est-à-dire c'était le premier projet du collectif, la dimension critique, et comme je disais, on s'en est éloigné puisqu'on s'est dit mais critique, bon, je sais pas, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on met pas dedans. Mais finalement, il en est resté ça. Évidemment, la question de la déconstruction, ou du pas de côté, ou de pas, voilà, de se regarder ou de regarder la discipline, penser des notions. Et alors après, je sais pas si, de toute façon, je te laisserai la parole sur la question des traductions et des notions. Alors c'est une très bonne question parce que je ne sais pas si on a pour le coup beaucoup réfléchi. Je suis pas sûre qu'on y ait beaucoup réfléchi. Peut-être que dans le dictionnaire critique de l'Anthropocène, oui, parce que j'aurais dit tout à l'heure, c'était une partie du collectif Géo21 est issue d'un autre collectif qui s'appelait Sino-Redon et dont tu fais partie aussi, Fabrice, et qui était celui du dictionnaire critique de l'Anthropocène. Donc là, il y avait une dimension critique clairement affichée dans la feuille de route aussi. Et il me semble que mais peut-être que tu pourras nous dire aussi, Fabrice, que pour le côté les traductions, toi, tu as une idée? Oui, alors vas-y. C'était simplement, je crois, laisser la possibilité, bon, peut-être évidemment diffuser le dictionnaire au-delà de la France, au moins renvoyer à le terme pour d'autres auteurs. Et puis c'était laisser la possibilité, il me semble, aux auteurs de le faire ou non, en tout cas en dehors de l'anglais. L'anglais, c'était clairement une question de diffusion. Pour le reste, c'était est-ce que ça vous semble pertinent dans une autre langue, notamment en géographie allemande, dans une géographie brésilienne, en portugais. Est-ce que ce terme-là est pertinent? Donc on laissait la porte ouverte au-delà de l'anglais. Et parfois, oui, mais on n'est pas allé plus loin que ça sur la réflexion. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose à réfléchir sur une version numérique, notamment. Ça pourrait être intéressant. Et oui, sur la dimension réflexive. Alors sur la dimension réflexive, oui. En fait, on est très divers aussi dans le collectif. On s'est aperçu de ça au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on est passé du critique à réflexif, en fait, en quelque sorte. Il a fallu aussi s'accorder. Parfois, on n'a pas forcément les mêmes positionnements quant à, par exemple, est-ce que cette discipline est utile à quelque chose en dehors d'elle-même? D'autres vont dire, certains vont dire, bah non, ça on fait un peu de l'art pour l'art. D'autres vont dire, bah non, il faut être vraiment, on sert quelque chose, notre travail doit servir à la société, doit être engagé. Ou alors, bon, je vais pas rentrer sur des questions politiques parce que c'était pas vraiment des questions politiques, mais derrière quand même chacun a un prisme un peu politique, idéologique, donc on a dû accorder des violons multiples aussi. C'est aussi peut-être aussi pour ça que c'est riche. On a essayé de s'accorder. Et donc, on a dévié un peu de la critique. Il y a aussi la question de comment on fait de la critique. Qu'est-ce que la critique qui pose des vastes questions et qu'on n'a peut-être pas pu répondre. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a dévié de ceci. Et qu'est-ce que veut dire critique? Et voilà. Et donc, finalement, on est arrivé sur quelque chose de, oui, plutôt réflexif. Mais oui, vous avez raison sur... il y a beaucoup de choses, mais ça va peut-être écarter les lecteurs potentiels. Donc, il y a effectivement pas mal de choses sur la géographie en tant que telle, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire que la place qu'on donne à la géographie en tant que telle, c'est quand même une place, par exemple, un concept central en géographie, c'est centre-périphérie. Qu'est-ce qui est central, qu'est-ce qui est périphérie, qu'est-ce qui est polarisé par un centre ou une périphérie. Une ville polarise une périphérie rurale, par exemple. Ça, bon, bah, c'est 5000 signes ou 10 000 signes. Alors, on a donné la même place pour couleur ou dessin. Bon, dessin, c'est important en géographie. Bon, couleur aussi, mais je veux dire, c'est moins central dans l'historique de la discipline, c'est ça que je veux dire. Donc, par ce même format, certes, il y a beaucoup de notices sur la métagéographie, mais il y a aussi un équilibre qui se fait par un format identique quasiment en fonction du titre de la notice. Je voulais revenir sur le couple histoire-géographie. Je suis enseignante contractuelle
d'histoire-géographie à l'éducation nationale. Et je suis aussi brésilienne. Et quand je suis arrivée en France et que j'ai mon premier contrat, j'ai appris que je devais enseigner la géographie. Alors, je me suis sentie mal. J'ai dit, de quel droit et de quelle légitimité je veux m'appuyer pour enseigner. Donc, j'ai repris des études. Je suis en licence en géographie maintenant. Mais tous mes collègues en salle des profs, ils disent, non, mais t'inquiète pas. À la plupart, c'est des historiens qui enseignent la géographie. C'est comme ça. Alors, je voulais savoir, puisque on a abordé le sujet, est-ce qu'un divorce est envisagé? Est-ce que c'est toujours comme ça? Légitimité, on parle, on y pense? Merci. Oui, alors, les géographes en France sont minoritaires par rapport aux historiens. Et alors, la salle de classe, c'est vraiment le lieu où les géographes sont très minoritaires par rapport aux historiens d'un point de vue de la formation. Donc, c'est quelque chose quand même qui a une longue histoire avec des tentatives fréquentes pour essayer de rééquilibrer. La première tentative, je vous l'ai dit, elle remonte de débats qui ont lieu en 1875 avec un rapport fait par un historien, Imly, et un économiste, Levasseur, qui appelle à enseigner davantage la géographie parce que c'est utile, et qui disent qu'il faut enseigner davantage la géographie et les langues vivantes. C'est un combat sur ces deux choses, en disant qu'on enseigne trop l'histoire ancienne et les langues anciennes, et que ce n'est plus en phase avec le monde. Deuxième tentative, fin du 19e siècle, les programmes scolaires qui mettent en place en 1890 la parité parfaite entre le nombre de leçons d'histoire et le nombre de leçons de géographie. Je parle là pour le secondaire, parce que le primaire, c'est présent un peu partout dans le monde. Donc la question se pose différemment. Donc 1890. La troisième étape, c'est un combat qui est mené pendant presque 50 ans par quelques géographes, pas tous, parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. C'est de dire, justement, on veut mieux affirmer notre place, et pour cela, il faut qu'il y ait une agrégation spécifique. L'agrégation, c'est un concours de recrutement des enseignants. Et donc, ils obtiennent, pendant la guerre, pendant le régime de Vichy, ils ont une fenêtre de tir qui leur permet d'obtenir la création d'une agrégation de géographie. Et finalement, à chaque fois, c'est le même argument, c'est essayer de montrer un peu notre place en tant que géographe. Et en même temps, la pratique a toujours été un peu la même, c'est-à-dire que la géographie dans l'enseignement réel, pratique, ce qui se fait réellement dans les salles de classe, a toujours été un peu délaissée par les professeurs d'histoire et géographie. La séparation, pour nos autorités de tutelle, il ne la faut surtout pas. Parce que ce que voient les géographes, c'est que si on n'est plus enseigné avec l'histoire, on ne sera plus enseigné du tout. Et c'est comme cela que c'est perçu, d'où le combat qui a toujours été là pour essayer de maintenir le couple coûte que coûte et essayer de construire une parité entre les deux disciplines dans leur enseignement. Donc on n'est pas du tout dans la logique de la spécialisation universitaire, mais il s'est passé quelque chose d'un peu similaire dans un autre couple qui nous paraît peut-être plus logique, mais qui ne l'est pas non plus d'un point de vue des formations académiques, c'est biologie-géologie. À partir du moment où on passe à des sciences qui sont sorties de l'histoire naturelle ancienne, ce couple non plus n'est pas évident, et il est très important pour les géologues d'être toujours raccrochés à l'enseignement de la biologie, parce qu'ils imaginent qu'ils pensent exactement pareil, on risque de disparaître. Donc la question, c'est ce que pensent les gens, ce que pensent les acteurs. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils disparaîtraient, mais il y a de vraies raisons à le penser, c'est-à-dire l'enseignement de l'histoire est toujours très défendu parce qu'en France, les politiques y sont
très attachés. D'ailleurs, tout le monde regarde la moindre virgule du programme d'histoire. Hein, et il y a tout le temps des mécontents parce qu'on n'enseigne pas telle chose ou telle chose. Alors que les autres programmes scolaires ne posent pas autant de difficultés. Il n'y a pas une attention aussi forte. Hein, voilà ce que je saurais répondre. Je ne saurais pas aller plus loin après. Et pour vous donner notre popote interne dans un exemple qui est l'université Toulouse-Jean Jaurès, oui, moi, à titre personnel, je trouve qu'on ne fait pas assez attention à notre lien à l'histoire. Mais plein d'autres collègues s'en moquent, mais complètement. Et eux, ils développent leur spécialité en urbanisme, en environnement, avec une forte professionnalisation de la géographie. On ouvre à beaucoup de métiers. La plupart de nos étudiants, on trouve un emploi assez facilement en environnement, en urbanisme, dans les collectivités territoriales. Donc, on s'éloigne, on s'est beaucoup éloigné aussi des métiers de l'enseignement. Et donc, par exemple, à l'université de Toulouse, Jean Jaurès, on n'a pas de formation à l'agrégation de géographie. Alors qu'on est, je pense, le deuxième département de France en termes de nombre de géographes. Ce qui peut poser quand même question. On prépare les agrégatifs d'histoire, mais il y a des questions en plus pour les géographes. Et donc, je pense qu'on manque, à titre personnel, on n'alimente pas assez les enseignants du secondaire et on fait pas notre travail de ce point de vue-là. Il me semble, il faut qu'on essaye de batailler pour avoir plus de géographes qui enseignent, qui eux-mêmes se trouvent illégitimes à enseigner l'histoire, pour être dans votre cas, à l'inverse de votre cas, si j'ai bien compris. Voilà. Oui, mais nous, il faut qu'on ait des illégitimes aussi, mais dans l'autre sens. Non, effectivement, c'est une question politique. Après, ça ne veut pas dire qu'on est loin d'eux. Hein. On refait la maquette, là, forcément, on va directement faire une licence géographie-histoire. Mais... Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Alors, je précise que je suis ni enseignant, ni universitaire. Voilà. Par contre, j'aime beaucoup les bouquins d'histoire, les bouquins de géographie. Et là, déception, pas une illustration, pas une carte dans votre bouquin. Est-ce que c'est fait pour ou est-ce que, du coup, le bouquin ne s'adresse pas à des personnes comme moi? Désolé pour la provocation. Alors, si, le livre, le dictionnaire s'adresse tout à fait à des curieux de façon générale. La question des illustrations, alors d'abord il y a un coût illustration. Deuxièmement, il y a la question du choix, c'est-à-dire quelles illustrations y mettre. Et troisièmement, il y a, ça c'est notre réponse à beaucoup de choses, il y aura la version en ligne. C'est-à-dire qu'en revanche, on s'est déjà dit que on pourra intégrer pour précisément des frais absolument minimes toutes les illustrations qu'on voudra dans la version en ligne des notices. Mais là, c'était vraiment pas envisageable d'avoir un dictionnaire, c'est déjà long. Les éditions du CNRS éditions disaient attention, pas trop gros, pas trop gros, pas trop gros. Donc si en plus on rajoutait des illustrations pour chacune des notices, parce que sinon pourquoi la notice histoire et géographie aurait une illustration et pas sa voisine. Bon voilà. Donc c'est vraiment pour des questions pratiques, mais pas du tout au contraire pour être rébarbatif envers un public de curieux. Bon, il me reste à vous remercier toutes et tous, et en particulier Marie et Emmanuel, et tous les intervenants qui sont évidemment passés sur scène. Et pour rappeler évidemment, encore une fois, que le livre, vous pouvez vous le procurer effectivement à l'accueil de cette salle et au deuxième étage, au premier étage même de la librairie. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Et évidemment... Fabrice l'a dit tout à l'heure, mais demain matin à 11h, on retrouvera Camille Schmoll avec son livre « Chacun sa place, une géographie morale des mobilités ». Donc je vous incite à venir. Et également à 15h, Fabrice, je sais même plus ton nom, Argounès. Fabrice Argounès pour son livre Méridien, Mesurer, partager, dominer le monde. Voilà. Mais merci beaucoup et bonne soirée à toutes et à tous. Vous avez pu écouter une rencontre avec les auteurs et autrices de Géographie, un dictionnaire, publié aux éditions CNRS, Emmanuel Chauvin et Marie Redon, à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, vendredi 16 janvier 2026. Réalisation et mise en onde, Radio en collaboration avec Radio Plus et Radio Terre.